Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous êtes de retour pour le deuxième volet de notre mini-série estivale intitulée Les Chroniques de Doggy Bags, en compagnie de Ron et Yug du label 619. On revient sur 10 ans de Doggy Bags, numéro après numéro, et bien entendu, ce podcast ne serait pas ce qu'il est sans Ron et Yug. Salut les gars. Salut mec. Salut. Vous êtes toujours en forme? Eh ben écoute, ouais. C'est reparti. Ouais. C'est reparti, très bien. Alors rentrons dans le vif du sujet. Dans le premier numéro, nous avons retracé la genèse de Doggy Bags, cette anthologie de récits de genre qui rend hommage aux parutions horrifiques de EC Comics. Et dans ce second volet des chroniques de Doggy Bags, nous allons revenir sur les numéros 6 à 10 de cette anthologie, avec également le supplément Heartbreaker. Et donc justement, on rentre dans le vif du sujet avec ce numéro 6 très particulier, puisqu'il signe votre première collaboration avec Céline Tran, oui. Également donc connue sous le pseudonyme de Katsuni. Katsuni, oui. Alors, Katsuni... Au tout début, je la vois dans une émission On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Ok. Où je la connaissais je savais qu'elle faisait du porno, etc. Mais moi, j'étais plus école américaine. J'étais plus école américaine type comment elle s'appelle, Raquel Darian, années 90. Bon, bref. Et du coup, je suis passé complètement à côté du phénomène Katsuni, donc je savais qu'elle faisait du porno, je savais que c'était une figure emblématique du porno, et je la vois chez Ruquier, et puis je me dis, mais en fait cette meuf là elle a un truc, quoi. Tu sais, je sens vraiment qu'elle a un truc, elle parle de références un peu pop et tout, je sens en elle potentiellement une geekette, quoi, tu sais. Et puis, je vois qu'elle commence, elle parlait de projets qu'elle était en train de lancer, de fringues et tout. Je dis, mais en fait, c'est typiquement le genre de personnalité que j'aimerais embarquer avec nous dans Doggy Bags. Mais pas pour faire de la coécriture ou quoi que ce soit. L'idée, c'était de se dire, pour la promo, comme on avait déjà fait des vidéos et des trucs comme ça, je m'étais dit, ça pourrait être sympa qu'on refasse une vidéo pour un prochain Doggy Bags et qu'elle fasse une apparition mode avec un fusil à pompe, tu vois, une surprise, c'est un petit guest surprise. Pour un côté Grindhouse peut-être un peu dans l'image aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je contacte Monsieur Poulpe, qui la connaissait parce qu'il l'avait invité dans un J'irai Lolé sur vos tombes, qui était une émission qui était financée par Ankama à l'époque. Okay. Et donc, il est en contact avec, il m'envoie son mail, ou il nous met en contact par mail, je sais plus trop. Et puis, je lui explique mon truc. Je lui dis, ça serait cool de faire un petit truc ensemble sur Doggy Bags, etc. Puis moi, j'ai toujours dans l'idée de me dire, ça se trouve, elle va croire que je suis une espèce de vicieux, tu sais, qui est un vieux fan ou j'en sais rien, bon, bref. Donc, et puis elle dit, oui, on peut en parler, on peut se rencontrer sur Roubaix, parce qu'elle savait que j'étais de Roubaix et tout. Comme ça, je vais faire un peu ce que vous faites chez Ankama. Donc, je dis, ouais, carrément. Donc, on prend rendez-vous. Là, je te raconte pas, j'étais un peu dans mes petits souliers parce que je me dis, ok, attention, qu'elle s'imagine pas qu'elle est arrivée chez des barjots. Tu vois, je savais pas non plus en termes de culture exploite, etc. Je savais pas trop comment amener les choses. Parce que moi, dans mon idée, avec un fusil à pompe, j'imaginais aussi genre avec un bikini américain, tu sais, vraiment la grosse imagerie beauf, on va dire exploite, quoi. Mm. Et puis en fait, en discutant, déjà je te raconte pas, t'es en Ankama, c'était quand même une majorité de mecs. Donc, quel que soit l'endroit où je me retournais, je voyais quelqu'un avec son portable qui se cachait. Donc, ils étaient tous en train de la prendre en photo, tu vois. À fond. Donc, tu vois, j'étais un peu gêné. Je me dis, pourvu qu'elle l'ait pas vu, mais t'inquiète, elle a un radar à la place des yeux. Elle est tellement habituée à ce genre de délire qu'elle avait grillé tout le monde. Bon, bref. Et du coup, et en fait, on discute et elle me dit, moi, j'aimerais bien faire de la BD. Je dis, c'est-à-dire. D'accord, ouais. Moi, j'aimerais bien participer. Si vous faites ça, moi, j'aimerais bien participer au scénario. Ah, ok, nous, c'était pas prévu, mais écoute, why not? Moi, au contraire, je suis ravi de bosser avec des personnalités, je veux dire, atypiques du monde de la bande dessinée, parce que nous, on se considérait déjà comme atypiques dans le monde de la BD, dans le sens où, même là, arrivé à Doggy Bags 5, je me sentais toujours pas légitime dans le monde de la bande dessinée, tu vois, tout simplement parce qu'on n'était pas dans le sérail.
Ankama étant une maison qui faisait du jeu vidéo, étant essentiellement reconnue pour ça, on n'était pas encore considéré comme une maison d'édition sérieuse par le métier en tout cas. Ouais. Donc bah pourquoi pas, jouons de ça et puis faisons faire de la BD à des gens qui font pas de BD quoi, tu vois. Donc et donc voilà, on discute et puis elle me dit par contre je voudrais pas par contre moi je veux pas faire un truc porno quoi. C'est-à-dire moi je veux pas faire de BD porno, ça m'intéresse pas, je veux être ailleurs. Je dis bah justement nous ça tombe bien, c'est là-dedans qu'on veut aller. Nous on veut t'entraîner sur un côté exploit, fusil à pompe, coup de couteau dans la tête, tu vois, quelque chose d'autre. Et c'est là, au fur et à mesure, elle me dit vas-y. Et en fait, en discutant, moi, étant curieux aussi, et en plus étant complètement à l'aise parce que je ne l'ai jamais vu. Du coup, dans ces vidéos hard, ouais. En train de faire du hard ou quoi, je suis complètement à l'aise, donc je lui pose mes questions, je veux dire, quasiment enfantines. Ouais. Mais comment ça se passe? Alors, tu arrives là-bas sur le plateau, alors comment ça se passe? Les mecs, ils sont en poil, ils sont habillés, tu sais, je posais vraiment les questions basiques, et ça m'intéressait. En fait, je me suis rendu compte que par rapport à ce qu'elle racontait, et notamment, il y avait quelque chose qui m'avait interpellé, c'est qu'elle me disait, en fait, avoir fait du porno, c'est comme être une sorcière aujourd'hui. C'est-à-dire, t'es marqué à vie. T'es presque maudite, en fait. Il y avait un côté comme ça, mais elle disait, mais en même temps, je regrette pas une seconde. Je suis contente d'avoir fait ça. J'ai kiffé. C'était un kiff. Ça m'empêche pas de voir les travers du métier, mais néanmoins, voilà. Et ce truc-là m'a interpellé. Je me suis dit, c'est marrant qu'il y avait ce stigmate, tu vois. Et puis j'ai dit, bah, pourquoi on ne travaillerait pas autour de ça, de ce stigmate en question. Et puis bah, le truc le plus basique qui m'est venu, c'était vampire, en fait. Simplement parce qu'il y avait ce côté pénétration de la chair, le sang, l'aspiration du sang. Et puis après, une fois que tu as été mordu, tu es toi-même devenu vampire. Et puis voilà, il y avait ce puis il y a un côté aussi sexuel à la figure du vampire. Bien sûr, carrément, absolument. Donc je lui ai proposé, puis elle m'a dit, vas-y, à fond, ça m'intéresse. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et après, il fallait aussi recruter, du coup, parce que du coup, vous êtes mis à coécrire. Ça s'est passé comment? C'était quand même toi qui avais plus le pitch et elle qui ensuite te disait ce qu'elle voulait. Parce qu'elle met quand même du sien aussi. On comprend à la lecture des trois histoires dans ce premier recueil qu'elle parle aussi de son métier de façon plus ou moins explicite. C'est ça, c'est passé par beaucoup d'entretiens. Moi, j'étais quand même aux manettes pour l'écriture, mais elle participait à l'écriture dans le sens où des fois, elle disait ah bah ça, Alors, parfois, je lui disais attention, Céline, c'est pas toi. C'est ton avatar, mais c'est pas toi Céline Tran. Donc le personnage, il faut pas qu'il pense exactement comme toi et qu'il fasse exactement comme toi et qu'il ne fasse pas ce que tu ne ferais pas. Moi, par exemple, ça ne me posait pas de problème qu'elle attaque un enfant en tant que vampire. Parce que je trouvais un truc intéressant par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ils sont prépubères et ils regardent du porno, tu vois, sur YouTube, enfin pas sur YouTube évidemment, sur PornTube. Mais bon, c'est un truc sur lequel elle n'était pas à l'aise. Puis j'ai compris, j'ai dit t'inquiète, on va pas là si t'es pas à l'aise. Et puis moi, de toute façon, je me disais en même temps, c'est vrai que du coup, ça crée un drôle de truc par rapport au personnage. Mais en même temps, je trouvais ça aussi intéressant dans la thématique. Bon, on n'est pas allé vers ça, mais des fois, je lui disais aussi attention, c'est pas toi. Il faut vraiment que tu fasses le distinguo entre ton personnage et ce que tu es vraiment. Et puis voilà, ça s'est fait beaucoup par la discussion. Moi, je posais les bases du récit. Quand je me remets dans le bain. Florent aussi, hein, tu vois. Après, Florent avait déjà, si tu veux, une acquaintance aussi avec les choses plus sensuelles, ouais. Que ce soit avec Freak Squid ou même les premières histoires qu'il avait fait avec Masiko. Ouais, c'est donc, ça. C'est-à-dire que la première histoire, c'est moi qui l'ai écrite. Mais c'est moi qui l'ai écrite par rapport à quelque chose dont Céline m'avait parlé, à savoir les petites noobs qui débarquent dans le milieu du porno sans savoir qu'elle arrive chez les requins, en fait. Ouais. Donc ça m'avait inspiré et j'avais posé un premier script elle avait dit ouais super, c'est exactement comme ça que ça marche. La deuxième histoire, elle a beaucoup participé parce que ça raconte son histoire pour le coup. C'est-à-dire que elle s'est mise à faire du porno parce que aussi elle s'était sentie humiliée et elle avait une forme d'emprise sectaire. Alors je raconte ça là, j'espère qu'elle m'autorise à le faire, mais parce qu'elle-même elle l'a déjà raconté. Dans d'autres médias, mais il y avait quasiment une emprise psychologique, voire même sectaire, avec son ancien petit ami qui était à fond dans le porno. Aussi, ouais, qui était hardeur alors ou... Je sais pas si... Non, je pense pas qu'il était hardeur, mais il était consommateur. D'accord, ok. De ce que j'ai compris. D'accord. Et en fait, quand elle a pris sa revanche par rapport à lui, elle s'est dit... parce qu'elle était toujours comparée, de ce que je me souviens, à ces actrices qui étaient pour elle des déesses. Et puis que elle, c'était une petite nana de banlieue, et voilà quoi.
Et en fait, elle a pris sa revanche en s'émancipant de cette emprise en allant dans cette direction. J'avais trouvé ça super intéressant. Et du coup, avec Florent, on a posé les bases de l'histoire. Et puis elle a participé directement à cette histoire puisque ça l'a concerné Voilà. directement. D'accord. Et pour la dernière, du coup, avec Blackie, Ça, c'était un délire perso. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire ça. avec les collections de sang de différentes personnes. Voilà, c'était d'actualité. Oui, c'était d'actualité en plus, oui. C'était un côté genre. On joue le côté outrancier, tu vois, du côté sépulcre. Et j'avais envie de partir dans un délire comme ça, un petit peu plus, on va dire, exploite, là, pour le coup. Et c'était prévu dès le départ d'en faire ensuite un spin-off, enfin, du coup, un prochain Doggy Bags présente. Est-ce que ça c'est arrivé bien plus tard? Au final, ça arrivait quelques numéros après? Non, c'est pas vraiment, mais on se disait, on se fermait pas les opportunités. Et du coup, on a fait aussi ce fameux un trailer avec elle. D'où sont tirées les photos de nouveau qui jalonnent les chapitres. Oui, exactement. Et donc poster. Là, voilà. Et là, pour ce trailer, ça a été quand même. Ça a été chose. Ça a été bien compliqué. Camion, c'est fait. Tout simplement parce que nous, quand on faisait nos trucs de notre côté et qu'on filmait sur le parking d'Ankama dans une caravane et puis avec un chapeau de cow-boy et voilà, ça se passait bien parce qu'on maîtrisait notre truc. Et puis quand on avait une demi-heure, tu vois, entre midi et 2, on se disait vas-y, on sort le 5D et puis on tourne une prise. Là, c'était un autre délire parce que là, d'un coup, tu as quand même quelqu'un qui est habitué des plateaux. Tu vois, qui est quand même professionnelle. Donc on se disait, oh putain, on va lui montrer comment on fait nos trucs. Elle va dire, vous foutez de ma gueule, en fait. Donc on s'est dit, on va essayer. C'était un autre matos, il y avait. C'était un autre matos. La caméra, en fait, mais un autre matos aussi parce qu'on considérait qu'elle était pro et qu'elle allait dire, vous foutez de ma gueule avec votre 5D à la con là. Donc on s'est dit, il faut quand même là essayer d'être carré, quoi. Sauf que on n'est pas du métier, si tu veux. Donc comme d'hab, moi j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais sans forcément en avoir les compétences, comme par exemple conduire un camion qui a embouti une Twingo. Non, on n'appelle pas ça emboutir, on appelle ça ouvrir comme une boîte de conserve. Alors, si tu veux, à un moment donné, il n'y a personne pour garer ce putain de camion. Je dis, mais les mecs, on était en train de poser le décor et tout dans la boîte de nuit. On nous avait prêté une boîte de nuit. Et puis je dis, est-ce que quelqu'un peut garer le camion? Ouais, mais non, parce que machin et tout. Ouais, mais tu comprends, machin et tout. Je dis, bon, allez, vas-y, je vais le garer. Mais t'avais jamais conduit ce camion de ma vie. Et si tu veux, moi, je vais pour garer le camion, mais sans faire de créneau. Parce que je me dis, un créneau, c'est chaud. Donc j'y vais, mais à la hussarde. Et en plus, j'étais quand même déjà bien. On n'avait pas commencé le tournage. J'étais déjà crevé. Crevé tout simplement aussi parce qu'à l'époque, il y avait eu un directeur général qui était arrivé chez Ankama, qui n'était pas Tot, mais qui était notre intermédiaire avec Tot, mais qui filtrait les trucs. Et pour une raison X, tout simplement parce qu'il y avait un mec de chez Ankama qui venait de se faire virer un mois avant et qui avait de mémoire attaqué au prud'homme. Et nous, comme c'était le seul mec qu'on connaissait qui maîtrisait une caméra RED, on lui avait dit, tu voudrais pas nous aider à filmer, tu vois, mais complètement naïvement. Sauf que on s'est donné rendez-vous devant Ankama, et quand ce mec-là a vu qu'on tournait avec le mec, il a dit, vous arrêtez le tournage, je veux plus en entendre parler. Vous appelez Katsuni, vous dites, vous arrêtez tout. J'ai dit, mais jamais de la vie, on va faire ça. Donc, si tu veux, j'étais déjà dans un contexte extrêmement tendu de me dire, il nous a demandé d'arrêter, on va quand même continuer. Ouais. On a désobéi, entre guillemets, à son délire, mais pour les bonnes raisons. Je me dis, on va quand même pas arrêter de bosser, tout simplement parce qu'ils ont un bisbille avec un mec avec lequel nous, on n'a rien à voir. Tu vois. Et puis, en plus, le mec, il prend même pas de rond. C'est-à-dire que tout était gratuit. Moi, tout le trailer, je l'ai financé de ma poche. Les costumes, les machins, on est parti en Paris en bagnole et tout. J'ai dépensé des milliers d'euros, mec. Truc de fou. Et l'autre, d'un coup, il sort de son chapeau. Il est avec vous, lui. Vous arrêtez tout. Mais ça va pas ou quoi? Donc, on n'arrête rien du tout. Mais si tu veux, j'étais comme ça. Ouais, tu dois avoir bien tendu. Ouais. Donc, au moment que je gare ce putain de camion, j'étais déjà dans un contexte de nervosité assez particulier. Et là, d'un coup, je sens rien. Le camion, il sent rien du tout. Ah bah. J'entends un bruit qui fait un truc comme crouic. Et je vois dans le rétro, je te jure que c'est vrai,
un liquide bleu. C'était exactement l'image que j'avais. Qui gicle comme ça. Un liquide bleu qui est projeté. À fond. Je dis, j'ai l'impression d'avoir éventré, si tu veux, des bouteilles d'évian, tu vois. Tu peux les voir. Ouais. Et d'un coup, je comprends qu'en fait, le liquide bleu, c'est le liquide de refroidissement d'une voiture que je viens d'ouvrir en deux. Je sais, putain, j'étais en... Mais si tu veux, après, quand je suis descendu du camion, je vais voir la voiture, je vais voir les dégâts que j'ai fait. Je vois une moitié de voiture et devant la voiture, sur 10 mètres, je vois comme s'il y avait quelqu'un qui faisait une brocante d'objets métalliques, quoi. Ah merde, mais tu l'as éclaté. Ah non, mais c'était Ah bah vénère. non, c'est comme si c'est Mad Max, t'arponnes le devant et tu tires. Heureusement qu'il y avait personne dedans, quoi. Mais bah, t'es ouf. Laisse tomber. Et là, je te jure, le tournage commence là-dessus. C'est-à-dire que moi, je demande au coach à l'époque, je dis coach, viens voir et tout. Il dit mais qu'est-ce que t'as branlé et tout. Je dis mec, je sais pas, je sais pas. Putain, j'en avais Angle marre. mort, on voit pas toujours en derrière. Tu vois, Bah ouais, mais là, c'est. tu vois, je dis attends, oublié tes vas-y, leçons du permis, hein. je dis je vais faire un message et tout. Je commence à écrire le message et Tu vois, mais t'écris quoi? Désolé, j'ai coupé ta mais caisse mec, en deux. c'est ça. Je commence le mot par désolé, et puis après je dis à coach, vas-y continue le message, je sais pas quoi. Et le message un jour il me l'a ressorti, il me dit ah regarde tu t'en rappelles de ça, et lui il était mort de rire. Bon bref, moi je rigolais juste pas du tout. Bah non. Ce qui fait qu'après quand les gens, moi j'ai laissé mon numéro de téléphone et pendant le tournage les gens m'ont appelé, je suis allé les voir, j'ai dit c'est moi, je suis désolé, je vous prête ma voiture le temps qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Bon bref, ils étaient adorables, mais ils débloquaient. C'était les puis- étudiants. Et ils étaient. Non, Enfin, non, après, c'était ils ont pas dû- des ils étudiants, ont- C'était devant. Ah, bon, après, Ils ont dû bien halluciner quand même. ils étaient garés sur un stationnement interdit. D'accord, c'est pour Mais ça. bon, en ça fait. justifie pas tout. C'est un justicier du parking. Ah ouais, duel. Mais il m'était reconnaissant d'avoir laissé mon numéro de téléphone. si Bah, tu veux. quand même, ouais. Bon, On mais avait bon, hésité quand même. J'avais hésité à un Et moment, puis, je te jure que non, j'avais hésité c'est parce même que moi qui étais les voir après. je me suis dit, non, mais là, je suis trop dans la merde. Déjà, on va se faire défoncer par notre direction. En plus, là, je viens de défoncer une bagnole avec un camion de location. Ouais, ça faisait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, le tournage a commencé avec ça. Donc, je sais pas si tu vois un peu l'état de stress dans lequel on pouvait être. Et puis quoi, en fait. Parce que tu voulais une petite anecdote cool à dire juste avant pour mettre les choses en place. Bon, puis après, ça s'est bien passé. Si tu veux, ça a duré 2 jours. Ouais. On a fait le truc. Céline, elle s'est entraînée et tout. Il y avait des cascadeurs qui étaient. Il y avait Vincent Gatineau, qui est un cascadeur qui aujourd'hui s'est reconverti au tatou, mais à l'époque, il prenait aussi la caméra. Donc, tu vois, il savait ce qu'ils faisaient, les mecs et tout. Moi, j'avais dirigé pendant une partie du trailer. Lui, il avait filmé pendant une autre partie. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était peut-être un peu trop par rapport à nos moyens. Tu vois, soit il fallait vraiment partir sur une vraie prod avec des vrais gens, mais continuer à faire du bricolage et essayer de faire comme si c'était. C'est pas possible, Non. c'est compliqué. C'était très compliqué. Donc, j'en garde pas forcément un souvenir très bon pour toutes ces raisons. Au final, on s'est pas du tout fait défoncer, donc j'ai eu raison d'avoir fait le truc. Tu vois, le mec, il a fini par comprendre que. Puis il m'a dit ouais, bah, je préfère un mec qui me désobéisse qu'un mec. Enfin, je sais plus ce qu'il m'avait dit d'ailleurs. Bon, bref. Je me suis dit bon. Mais j'étais parti en mode assumé. J'ai dit écoute, si tu dois me virer, vire-moi. Mais c'est tout. Je l'ai fait. Et puis voilà, c'est comme ça. Le truc maintenant, il est là. On est content. On va s'en servir pour la En promo, plus, lui, etc. voilà, quoi. Donc bref. Et puis ouais. Et puis voilà. Et puis ensuite. Voilà, ça tournait. Puis en plus, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément compris que c'était pour teaser une BD. Il y a des gens qui croyaient que c'était carrément une série qui allait sortir. Je me suis dit, ouais, vas-y, ça sert à rien. On arrête les conneries. Ouais, mais c'est cool. C'était quand même cool comme petit C'était support. sympa d'avoir essayé. Bah oui. Ouais, c'était sympa d'avoir C'était essayé. bien de l'avoir fait. Vous aviez un peu eu des retours après dessus sur si ça avait bien fonctionné auprès du public, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Puis au-delà de ça, le fait c'est qu'elle a aussi été un peu le retour aussi de votre public sur le fait que vous fassiez quand même une collab avec une actrice du X qui venait du X et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours. Après, Céline, elle a aussi fait la collection Pornpop chez Glénat quelques années Ouais, après. bien sûr. Donc c'était quelque part un peu les prémices aussi. Enfin, il y a clairement une continuité artistique, mais de dire voilà, nous on fait Doggy Bags depuis quelques années. Pour notre 6e numéro, on fait une collab avec Katsuni. Comment est-ce que ça avait pu être reçu Je sais plus comment ça a été reçu. Je sais qu'on avait vendu plus de Doggy Bags, mais aussi, paradoxalement, on avait récupéré le plus de haters.
Mais je crois que c'était lié justement au fait de bosser avec Katsuni. Ils avaient commencé à dire ouais, les mecs, ils commencent à gratter leur buzz et tout. Alors qu'en fait, c'était plus une vraie rencontre. C'était plus une envie de faire quelque chose un peu différent. De toute façon, tu vois, la manière dont je te raconte les choses, on voit bien que c'est pas pour gratter du buzz ou quoi. C'était juste, voilà, une rencontre. Au début, c'était juste pour faire une apparition, puis c'est devenu un vrai projet, etc., etc. Et puis Céline, en plus, elle était super. Tu vois, tu vois, Céline, elle sait ce qu'elle veut. Elle lâche pas le morceau. Des fois, on se prenait un peu la tête, mais c'était toujours, tu vois, j'aimais bien. Moi, c'est une personnalité vraiment avec laquelle j'étais très content de collaborer, quoi. Ouais, puis même elle le dit même dans les yeux, parce que du coup c'est elle qui signe aussi l'édito du Doggy Bag 6. Je voulais vraiment qu'elle, à la limite, qu'elle soit, ouais, qu'elle imprègne de sa plume. En plus, elle écrit bien, tu vois, donc je voulais vraiment qu'elle y mette du sien, qu'elle écrive l'édito, qu'elle rédige aussi les articles, de manière à ce que ça donne des clés de lecture supplémentaires aux lecteurs, quoi. Puis en plus, Florent nous avait fait une super couve, donc non, franchement, c'était... Bon, là, il reprend quand même beaucoup les traits de Céline oui, bien sûr, parce que comme c'est encore plus que dans les histoires, Mais après, moi, sur la tenue, là, pour le coup, c'était plutôt... Il y a des gens qui nous disaient aussi ah ouais, bah, bien sûr, donc c'est Céline, donc c'est sexualisé, machin et tout. Mais en vrai, moi, je voulais l'habiller limite comme le Punisher, si tu veux. D'ailleurs, dans l'histoire avec Blackie, j'ai gardé l'idée d'origine. C'est-à-dire, c'est quasiment le Punisher. Elle est complètement habillée, à la limite, elle a un col roulé, tu vois, elle est paramilitaire, quoi. C'est une petite cosplayeuse qu'on avait trouvée quand on cherchait ce qu'allait être le costume de Céline pour Housebreaker. Et il y avait une petite cosplayeuse que je suivais qui avait un costume du Punisher. Et c'était noir, blanc. Vampy Bite Me. Ouais, c'est son nom. Et j'avais bloqué, je me suis dit ah ouais, trop parce qu'elle est asiatique, mais donc c'était pas parce qu'elle est asiatique, mais du coup j'avais fait une petite transposition. Ah ouais, alors Céline en noir, avec petit à petit old school blanc et noir, tu vois, avec le breulage blanc, la grosse tête de mort. Du coup, nous effectivement, on s'était dit, et du coup on s'était dit ouais, mais la tête de mort, elle est iconique. Qu'est-ce qu'on oppose à la tête de mort? Et on avait pensé à une grosse croix blanche. Comme ça, on s'est dit meilleur moyen pour quelqu'un qui bute des vampires, c'est déjà, plutôt que brandir un vieux crucifix en de le porter directement, tu l'as directement sur toi. Et puis les vampires, déjà, ils sont déjà affaiblis, puis après, t'as plus qu'à les achever. Mais Céline n'était pas à fond sur ce concept, parce qu'elle disait ouais, mais moi, je veux pas manquer de respect aux catholiques. Pour elle, il y avait un côté blasphématoire là-dedans, là où pour moi, il y avait juste de l'exploit, en fait. Donc on a dit, écoute, je comprends. Même la croix au début, la croix sur le coup, elle n'était pas à fond. Du coup, on a dit, on va faire une croix qui ressemble un peu à une dague. Donc comme ça convenait à tout le monde. Mais c'est là aussi où parfois on voit les limites de la collaboration dans l'écriture. C'est que des fois, on n'a pas forcément toujours les mêmes sensibilités. Donc tu es obligé aussi d'adapter. Il faut trouver le terrain d'entente aussi. Il faut adapter. Donc des fois, c'est pas aussi extrême que ce que tu avais en tête. Elle, c'est peut-être pas exactement ce qu'elle avait en tête non plus. Puis on se met d'accord sur ce que ça va devenir, quoi. D'accord. Est-ce que votre façon de travailler au bout du 6e et maintenant ensuite du 7e numéro commençait à changer? Il y avait un peu une routine qui s'était installée, une mécanique qui s'était mise en branle et qui devenait assez systématique? De toute façon, Ron, il se remet toujours un petit peu en question, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester sur non plus un chemin tout balisé et tout, c'est-à-dire que l'univers de Doggy Bag, il se construit par rapport à ce qu'on veut et la direction qu'on lui donne et tout. Donc il y a toujours ce besoin de compléter l'univers, mais de pas se répéter et d'essayer d'aller de pousser un peu plus, d'améliorer la formule. Et potentiellement de développer des choses qu'on avait peut-être mis de côté. Il y a toujours ce côté remise. On n'a jamais été dans un système ronronnant, de toute façon. Et de toute façon, le système... je veux dire, chez Ankama, ça ne nous permettait pas non plus de ronronner. Non. Donc, on était toujours sur le pied de guerre, toujours dans la remise en question, toujours dans le qu'est-ce qu'on fait, toujours aussi dans le côté on va essayer d'aller là où les gens ne nous attendent pas forcément.
Donc, Mais par contre, c'est jamais arrivé de se dire ah bah il y a ces 3 histoires qui sont là. Bon, de toute façon, c'est pas grave, il va être comme ça et puis basta. Enfin, de vouloir forcer ou non, parce que justement, ça sera réfléchi de est-ce qu'il doit être là, est-ce que le Doggy Bag 6 ça sera celui-là ou ça sera pas celui-là, mais ça va pas être juste bon bah allez c'est tout. On a 3 histoires, elles y vont. Et ouais, puis, non, ça n'a jamais été comme ça. Des fois même, on avait des histoires et on se ça, disait. elle restait longtemps. Elle restait longtemps dans les suspens, tiroirs parce ouais. qu'on se disait, elle rentre pas forcément en connexion Il avec faut les en autres. trouver 2 autres qui vont aller avec, où il va y avoir une cohérence Donc, éditoriale. du coup, on repartait sur une commande d'histoire en sachant qu'il y en avait peut-être une qui attendait encore. Et puis après, on se dit. Parce que du coup, vous faisiez aussi des commandes. Alors, c'était pas que des propositions. Parfois aussi, fallait fallait un peu pousser quelque chose, justement. Surtout souvent. Enfin, il y a eu quelques petits trucs, mais c'était souvent quand même Ron qui allait voir avec des dessinateurs ou des scénaristes, histoire de. Non, parce que tu peux pas attendre que les choses arrivent et tombent directement, en fait. Enfin, en tout cas, nous, ça s'est jamais vraiment passé comme ça. Il y a toujours eu, devoir bouger, y aller. Et, dans le 8, par exemple, l'histoire avec Jeffrey Dahmer, c'est une commande que j'ai fait à El Diablo. Ouais. Tu sais, comme je sais qu'il écrivait bien, qu'il avait un bon petit truc de punchline dans les dials et tout, je lui ai dit, voilà, regarde ce fait divers, regarde ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a 2 flics qui ramènent dans l'antre d'un tueur en série une victime. C'est un truc hallucinant. C'est du racisme au quotidien et en même temps, c'est un peu d'homophobie. Il y a quelque chose à développer avec ça. Tiens, voilà le fait divers, voilà les articles, voilà la retranscription des appels téléphoniques. Essaye de me faire une histoire. C'est une des histoires, c'est pas la plus violente graphiquement, mais c'est une des plus terrifiantes, je pense, qui parce que c'est la réalité. Parce que encore une fois, parce qu'elle est vraie aussi. C'est toujours pareil. Dès que c'est quelque chose que tu te dis, tu es encore plus mal à l'aise par rapport à ce qui se passe. Surtout quand en plus tu le documentes après, que effectivement tu te mets à taper les retranscriptions des appels téléphoniques. Mais quelle faute! Mais quelle faute! Mais c'est un truc de fou, ça. Je comprends pas qu'il y ait un mec qui se promène à poil dans la rue, qui visiblement s'est fait battre et tout. Violé, il y a quelqu'un qui vient le rechercher en disant non, c'est bon, on s'amuse. Et puis tu le ramènes chez le mec, ça pue la mort. Ils auraient pu ouvrir n'importe quel placard et tomber sur des pénis coupés et des têtes coupées. Et puis ils laissent le mec et puis bon, allez, amusez-vous bien, merci, au revoir. Putain, mais c'est un truc de fou. Le soir même, le mec, il avait de l'acide dans le cerveau. Mais c'est un truc de fou. Tu mets ça dans une fiction, tu fais la charge contre la police, elle est un peu grotesque là, tu vois. Alors que bah non, c'est la vérité, tu vois, c'est arrivé comme ça. Non, ça c'est terrible. Mais on est déjà en train de parler du 8, alors que je voulais aborder le 7. 2 choses sur le 7. Ben déjà, une des autres histoires qui est à mon avis une des plus fortes et des plus réussies de toute l'anthologie, du coup c'est toi qui l'as écrite, c'est Welcome Home Johnny. Qui est absolument, je la trouve absolument, elle est malaisante. Elle est terrifiante à la fois parce qu'elle est ultra. C'est la première où il y a quand même un petit warning, un petit avertissement pour mettre. Et puis l'image de fin absolument épouvantable quand même, quoi. Mais c'est justement aussi une histoire très particulière parce que tu mets effectivement un warning là-dessus en disant j'étais pas bien. Tu parles du coup de décès de ton père et c'est pour ça que tu expliques pourquoi. Tu fais vraiment. Je me rappelle même plus que j'avais écrit ça. Enfin, le trigger warning, je me souviens, mais je me souvenais plus de ce que j'avais écrit exactement. Mais oui, et j'avais été choqué d'une vidéo de mise à mort que j'avais vue d'un touriste français et italien. Je sais plus sur quelle côte. Je sais plus. Ah oui, avec sur la plage de Nosy-Be. Oui. C'est horrible. En fait, il y avait un gamin qui avait été retrouvé sur la plage à qui il manquait les yeux et la langue. Et en fait, les locaux se sont dit qu'il y avait un trafic d'organes, alors qu'en fait, l'autopsie a montré que c'est de toute façon les premières choses qui disparaissent, c'est les corps mous. Ouais. Donc en fait, le gamin s'était vraisemblablement noyé et sa langue et ses yeux avaient été mangés, quoi. Bon, bref, mais il y a eu toute une rumeur. C'est pour ça que je déteste les théories du complot et les rumeurs. Il y a toute une rumeur qui s'est emparée de Nosy-Be où les gens se sont dit il y a un trafic d'organes. Et s'il y a un trafic d'organes, c'est forcément les 2 étrangers qui sont là, qui étaient un Français et un Italien. Et tu peux retrouver des trucs sur YouTube, c'est juste horrible, en fait. Les gens, il y a eu des heures de négociation où toute la foule voulait les lyncher, et le mec, ça touche d'autant plus qu'il parle français. Donc il essaye d'expliquer, et t'entends à sa voix que le mec, il
il se dit, mais c'est pas possible ce qui est en train d'arriver. Et il essaye de s'expliquer. Il s'appelle Sébastien. Et puis à un moment donné, les mecs, les autorités, en gros, le lâchent en mode, bon, on peut plus rien pour vous. Et puis il se fait emmener sur son lieu d'exécution. Et puis tout le monde danse, tout le monde chante. Et puis il dit, ah, vous êtes content, mais quand vous m'aurez tué, ça fera parvenir l'enfant. J'ai rien fait et tout. C'est horrible. Et il le massacre. Et le mec met longtemps à mourir. Mais il le massacre à coups de parpaing, à coups de machin. C'est dégueulasse. Et moi, ça m'avait tellement choqué. Et j'étais en train j'étais en train d'écrire j'avais en tête une histoire qui est inspirée d'un fait réel sur comment ça s'appelle, je veux pas dire de conneries. C'est une histoire qui date du 19e siècle là. Exactement, dont tu parles après effectivement par là. Ouais, de Haute-Faille. Voilà. Et c'est le même genre de délire. C'est-à-dire que c'est un mec en fait qui arrivait en disant on nous ment par rapport à la guerre qu'il y avait entre la France et la Prusse. Le mec dit on nous ment, c'est pas vrai, la France n'est pas en train de gagner, les Prussiens sont en train de gagner. Et ça a été déformé. Le mec, c'était un noble. Ça a été déformé. Les gens ont dit ah, il est en train de dire que il aimerait bien que la Prusse gagne. Puis après, ça a été déformé en fait, il est pour les Prussiens, il est contre la France. Et c'est pareil, exactement comme pour Nocibé. C'était l'élément étranger qui arrivait dans une communauté avec une incompréhension des gens qui ont pas le logiciel, on va dire, sur le même Windows, quoi. Et le mec s'est fait massacrer, mais pareil, ça a duré longtemps, écartelé, machin, énucléé. Et ça a terminé par des gens qui trempaient leur pain dans sa graisse pour manger. Ça a terminé en cannibalisme. Et voilà. Et Jean Telet avait écrit une histoire d'ailleurs sur cette tragédie. Ouais. Et d'ailleurs, après, il y a eu un grand procès, il y a eu des exécutions. C'était devenu le village des cannibales. Après, ils ont changé le nom. Enfin, encore aujourd'hui, c'est une tâche dans la région. C'est sordide. Et je me suis dit, je suis extrêmement. Dans le premier épisode, on parlait de vers où je n'irai pas. Ouais. Je parlais des enfants, tout ce qui est rapport aux disparitions d'enfants, etc. C'est quelque chose c'est tellement viscéral que je me dis ça pourrait créer quelque chose d'intéressant en termes fictionnels et en termes tout simplement d'accroche où les gens se sentiraient complètement pris dans ce qu'on raconterait. Et là, je me suis dit j'y vais pas, tu vois. Et puis je me suis dit j'y vais. Comment une rumeur, comment des incompréhensions se transforment en une espèce de fête où tu massacres quelqu'un en fait. Presque, je dirais, un rituel, en fait. C'est-à-dire qu'on massacre quelqu'un en se disant ça ira mieux après, tu vois. Il y a un truc très païen là-dedans, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Et sous couvert d'actualité, puisque là, tu rentres dans la thématique du conflit des États-Unis avec l'Irak. Il s'agissait pas de refaire Haute-Faille. Et moi, je me disais, ce qui est terrible, c'est que le mec revient du front, en tout cas dans ce que je décris, revient du front, est un survivant, et il revient en disant attention les mecs, ce qui se passe là-bas, c'est pas ce qu'on nous raconte. Et il se fait tuer par ses propres concitoyens. Tu vois, il y avait quelque chose comme ça. Il revient, c'est l'élément étranger encore une fois dans la matrice. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, j'en parle à Maud Amoretti qui fait les dessins, mais son dessin est tellement incarné que du coup, en plus, ça recrée par derrière. Tu sais, on n'est pas dans le côté graphisme un petit peu à la Chariot Spirale, par exemple, qui a fait Lupus dans le même numéro. Là, on est vraiment dans un dessin qui est très incarné, réaliste, où tu sens la lourdeur des corps, tu sens la chair, tu as le sang. Limite, quand tu as une plaie, tu vois presque les différentes couches d'épiderme. Et là, d'un coup... Et dans ton script, tu t'es pas dit que ça allait trop loin, même dans ce que tu représentais? Si, mais toujours avec une vision un peu graphique. Et puis là, avec le dessin de Maud, je me dis, ok, on arrive vraiment dans le malaise. À fond, malaisant. Mais même moi, j'étais mal à l'aise. Quand j'écrivais, j'étais mal à l'aise. Puis en plus, des fois, entre ce que t'écris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle qui essaye de détourner l'attention en minaudant, et puis la manière dont Maud le dessine, où elle est carrément, c'est même plus minaudée, elle s'exhibe. Je me dis, ah ouais, je l'avais quand même pas vu comme ça. Ah ouais, du coup, ça renforce encore le malaise. Et arrive un moment, tu as un résultat qui échappe à tout le monde. C'est-à-dire là, tu dis, ok, on est méga malaise. Mais bon, je te jure,
combien de fois j'ai dit on va pas le sortir, Oui. on va pas le sortir. Je voulais pas le sortir. Et puis j'ai dit vas-y, je vais le sortir avec un trigger warning. Puis c'est tout. D'accord. Ouais. Tu vois. Et tu sais que moi j'ai même cherché le nom du soldat américain après l'avoir lu. J'ai quand même vérifié en le disant, parce que j'ai cru que Pour c'était. savoir si c'est une histoire vraie. Ouais, c'est ça. Après, il y a la mise en contexte et tout, mais je me suis quand même dit, mais est-ce que ce truc ce serait pas aussi quand même réellement arrivé parce que c'est bien que tu te poses la question parce que ça veut dire que les gens commencent à comprendre que oui, ce genre d'histoire arrive vraiment quoi. Et donc la dernière chose que je voulais voir aussi avec ce numéro, du coup, c'est les premières histoires d'Asteda. Dans Doggy Bags là. Alors, est-ce que tu te souviens de la première histoire d'Asteda, comment ça s'est passé? On était dans l'avion pour aller au Comic-Con de New York en 2013. Et du coup, il y a Ron qui fait j'ai un pote qui m'a contacté, il a un scénar, dans ce que je me rappelle en tout cas. Ouais. Il a un scénar à proposer qui pourrait fonctionner dans un Doggy Bags. Et du coup, on avait imprimé, il me le fait lire, on le lit dans l'avion. On le lit dans l'avion, ouais. Et effectivement, tiens, ouais, c'est vrai, c'est pas mal et tout. Il y a un petit côté qui nous rappelle, il a des trucs communs comme des références communes, un peu Stephen King, un petit peu. Voilà, il y avait des petites choses sur lesquelles on disait ça peut être cool. Et puis une fois qu'on est arrivé, on s'est dit c'est vrai que c'est quand même bien. Et j'ai l'impression que très vite c'était. Ouais, il y avait des trucs. Il y avait deux, trois travail à retravailler, mais je parlais de le fait. Mais globalement, globalement, il y avait tout. Je me rappelle qu'il y avait un personnage en trop, l'Indien, donc on a dit. Pourquoi ton personnage serait pas lui-même imbibé de culture indienne? Pourquoi il serait pas métis, tu vois? Donc du coup, on a viré un personnage qui complexifiait un peu trop et qui faisait du coup un peu cliché par rapport au vieux indien qui explique la légende, machin et tout. On s'est dit tant qu'à faire, autant que lui-même connaisse la légende déjà parce que c'est sa culture. Donc des petits ajustements comme ça. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'Asteda, en fait, j'étais au lycée avec lui. Okay. Et à l'époque déjà, moi je dessinais et lui à l'époque il voulait déjà écrire. Et mais bon, comme des lycéens, on s'était dit tiens, on va faire un truc. Et puis on voulait faire une histoire de Punisher versus Tortue Ninja. Lui, il avait commencé à écrire par rapport à ça. Et on t'aurait pas pris dans Doggy Bags, mec. Et puis moi, j'avais commencé les dessins. Et puis en fait, le projet s'est arrêté tout simplement parce qu'on était des lycéens. Et puis moi, en plus, je me disais. Faut poser toute l'intro et tout. Moi, je voulais que ça bastonne tout de suite, tu sais. Et puis, ça s'est dégonflé très vite. Mais voilà, on s'était connus au lycée, tu vois. Et puis après, nos chemins s'étaient éloignés. Et puis après, j'avais plus jamais entendu parler de lui jusqu'à cette veille où on devait partir au New York Comic Con. Donc moi, j'ai vu son mail. Il m'envoie un script. Boum, je l'imprime. Puis je dis, vas-y, on le lira dans l'avion. Ouais. Et puis c'est comme ça que on a commencé à bosser avec Asteda. Et puis c'était aussi la première fois qu'on t'a fait avec Shane Pierce, l'illustrateur, le peintre qui a fait la couverture, qu'on a rencontré à l'Artist Alley au Comic-Con de New York. Sur ce voyage-là. Ouais, je sais. C'est pour ça que c'était amusant parce qu'on a lu donc on a du Minticoa et c'est là qu'on a trouvé puis on a collaboré sur d'autres couvertures parce qu'il est vraiment cool, il est efficace, il est sympa et tout. Il est super et c'est des peintures à l'huile. Hein. Ouais. Ok. Donc oui, c'est pas du numérique, il fait toutes ses peintures à l'huile et après voilà quoi. Et c'est de la créa quoi, tu vois. Et les couvertures originales, elles sont où? Sont chez lui? Oui, c'est lui qui les a. Après, il expose beaucoup, il vend. Voilà. Sang d'encre, c'était lui aussi qui l'avait. Elle est super belle aussi. Enfin, de toute façon, c'est une personne avec qui on a bien travaillé. On continue à collaborer. On a envie de continuer de collaborer. C'est pour ça, c'est-à-dire que vous étiez allé chercher des artistes aussi pour Doggy Bags en allant à New York ou c'était pas le but non plus? Un peu, toujours, mais nous, tu sais, on déconnecte jamais. Donc, ça fait partie. Moi, demain, il va m'arriver un truc dans la rue. Tout de suite, je pense à une histoire potentielle avant même de me dire il faut que j'aille à Asto, tu vois. Donc là, c'est pareil. On est au Comic Con New York, on kiffe. Et en même temps, d'ailleurs, on avait complètement déserté notre stand. Putain, les Frenchies de merde. En fait, on devait y être pour représenter un peu. Puis en fait, on n'était jamais sur notre stand parce qu'on est des gros fanzouz, quoi. On était tout le temps à gauche, à droite, à rencontrer des gens. Et puis là, effectivement, Sean Pierce, il était sur son stand. Et puis. On savait pas encore qu'on pouvait vraiment collaborer avec lui, quoi. Puis quand on lui en a parlé, il a dit ouais, super, ouais, j'aime bien la France, Paris. Puis tu vois, le baguette croissant, ça me fait plaisir. On avait quelques Doggy Bags. Mais il les a vus, il a vu aussi la fable et ce que c'était, quoi. Ils étaient impressionnés par le
Ils se sont dit, waouh, 3 single issues, mais avec un vrai dos carré. Tu vois, puis ils disent, ouais, putain, le papier, tout, la cover. Ce qui est vrai, parce c'est c'est un papier de qualité. Enfin, c'est un Munken, c'est pas un petit papier cheap et tout. Parce que ça reste souvent, une belle fab, ce qu'on a, nous. On avait le retour de mecs qui disaient, ouais, cool, en plus, ils ont imprimé sur du papier pourri et tout. Et en fait, oui, ça donne impression. Offset, quoi. Ça donne impression papier pourri. Mais en vérité, c'est très cher, quoi. C'est un des papiers les plus chers de l'imprimerie. C'est un Munken Cream, mais qui est super à travailler, qui a un rendu de couleur qui marche très bien pour de l'offset. Ok. Sur le numéro 8, il y avait aussi quelque chose que tu avais envie de faire. On a parlé un peu de l'histoire sur Dahmer juste avant, mais tu voulais mettre le Nicaragua en avant. Le quoi ? Le Nicaragua, pardon. Oui, parce qu'on avait une stagiaire qui n'était pas stagiaire à Ankama Édition d'ailleurs, Non, qui non. était stagiaire à Ankama et qui était vraiment super et qui avait plein de bonnes idées. Et c'est vrai que Nicaragua, on n'entend jamais parler de Nicaragua nulle part, tu vois. Et elle était métisse nicaraguayenne. Et puis voilà. Et comme elle trouvait que Doggy Bag c'était super et qu'elle avait vraiment envie. Voilà, c'était une petite nana, elle avait plein d'idées, elle avait plein d'envie. Et moi, j'ai dit, bah vas-y, pourquoi on ferait pas un truc justement ? C'est un pays qui est complètement méconnu. T'as plein de super idées. Vas-y, écris un truc. Fais un truc par rapport à ça. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à collaborer sur le Doggy Bags 8. Et puis qu'on a dit, bah, on va mettre en avant le Nicaragua. Et on avait contacté un artiste nicaraguayen qui avait fait... on a fait une petite carte en fab qui est détachable. Dans le volet, comment on appelle ça ? Dans le rabat, dans le rabat de la couverture, tu as un signet. Oui, du coup, tu peux enlever ta petite tu peux l'enlever, tu peux le détacher, et puis tu as un signet avec la peinture de ce mec-là qui est du terrain. Donc, et puis tu vois, par exemple, Noélie, dans son histoire, elle parle du Cadero. Qu'est-ce que c'est le Cadero ? Personne n'en avait jamais entendu parler, tu vois. Donc c'est un truc... Tu vois que tu avais une opportunité de brasser un imaginaire vraiment d'une culture qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas super... Qu'on ne connaît pas, qu'elle elle maîtrise, qu'elle est légitime pour en parler. Il y avait plein de choses... C'est du 109 aussi C'est ça, elle arrive avec son bagage, tu vois. En plus, l'air de rien, on n'a pas beaucoup d'autrices. Oui. Donc c'était génial, on s'est dit... C'est une question que je m'étais noté un peu sur la disparité un petit peu femme-homme, du coup, sur Doggy Bags. Donc on l'a mis en contact avec Sina. Je paume toujours son nom. Juliette Le Hégara. Juliette Le Hégara. Qui est tatoueuse. Qui est une très très bonne. Là, j'ai revoyé sur son Instagram, elle fait des pièces de taré. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, elle est très bonne. Elle est très bonne. Donc, on les a mis en contact. Et puis voilà, on a collaboré comme ça. C'était le genre d'expérience que j'aimais vraiment mettre en. Comment ? On se dit, on y va. Tu vois, c'est comme on en parlait la fois dernière quand on discutait à l'exposition, à la galerie Acheter de l'Art. C'est pareil avec Diego Royer, qui était un stagiaire pour le coup du 619. Et c'est pareil, le mec, il avait des envies. Il me dit, ouais, j'aimerais bien essayer d'écrire un truc pour Label 619. Mec, t'es avec nous, vas-y. Fais ce que t'as à faire. Tu vois, et encore une fois, il ne s'agit pas de les laisser dans la nature et puis ils font n'importe quoi ou quoi. C'est vraiment, on accompagne et puis on fait en sorte que le projet, il sorte, quoi. Tu vois, donc non, c'est vraiment, c'est un peu aussi l'ADN de Doggy Bags, hein, finalement. Tu vois, de la même manière que Katsuni n'avait jamais fait de BD, Diego non plus, Noélie non plus, et puis on se dit, ni même Juliette. Donc on se dit, vas-y, on y va, on tente. Et à côté, vous avez Mathieu qui, sur 2 numéros, là, faisait des histoires. Donc, il avait un peu de temps libre entre 2 graphic novels, ou c'était juste qu'il était motivé. Alors, sur Mathieu, attends, c'était une histoire de Jonathan Garnier. Alors, Jonathan Garnier, qui était salarié chez Ankama. On en a parlé un peu plus tôt. Édition. C'était lui qui avait aussi découvert Blackie. Qui avait découvert le blog de Blackie à l'époque et qui était directeur de collection de la collection Étincelle. Donc... Et puis, je ne sais pas s'il était parti d'Ankama déjà à ce moment-là, non ? Je pense que là, c'était déjà... Ou en tout cas, c'était au même moment, quoi. Ouais, c'était en train de se terminer, ça devait être à peu près au moment où il allait partir. Voilà, et donc il a sorti cette histoire et a dit j'aimerais vraiment bien que ce soit Mathieu qui s'en occupe. Ouais, mais Mathieu, il est sur ces histoires-là en ce moment. Bah, vas-y, on va le contacter. Donc, on lui a envoyé le script. Mathieu, il a dit, oh putain, ça m'intéresse à fond. Vas-y, en plus des architectures. Oui, tu vois, cette cité. Donc, il a dit banco. Donc, nous, on dit, super, on y va, quoi.
Et qui était en plus aussi inspiré d'une histoire vraie, hein, cette histoire-là. Du coup, si je me rappelle bien de City of Darkness. Inspiré, alors, pas inspiré d'un lieu réel et d'un. Oui. Non, l'histoire en tant que telle n'est pas inspirée d'une histoire vraie. Par contre, ça s'inspire de plusieurs. Bon, ça s'inspire d'un lieu réel qui était Kowloon, la cité de Kowloon, la cité des. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. City of Darkness, tout simplement. C'est le titre. Ouais. Et aussi, nous, ensuite, on a fait dans les articles, on a fait des liens avec des histoires réelles de tueurs en série, cannibales, etc. Donc. Il y a quand même une fascination chez vous à Doggy Bags pour ces tueurs en série, parce qu'on les a quand même alors tu vas même avoir des numéros spéciaux qui seront dédiés notamment dans la saison 2 où c'est Serial Killers on the Loose, mais à intervalles réguliers quand même il y a beaucoup de ces histoires de tueurs en série qui reviennent. Je sais pas si c'est une fascination à proprement parler, dans le sens où moi un mec qui me dégoûte, c'est Michel Fournier. Je veux dire, c'est le mec qui est mort là. Ouais, pour moi, ces mecs-là, pour moi, les tueurs en série, c'est vraiment la lie de l'humanité. Donc, tu vois, des fois, je vois des mecs qui se promènent avec des t-shirts de tueurs en série, des trucs comme ça. Je trouve ça complètement abject. Limite, je pourrais avoir une petite sympathie pour Jeffrey Dahmer, mais de loin. Tout simplement parce que j'ai lu le bouquin de Dave Bagderf et qu'en fait, c'est un mec qui était juste pas. Qui aurait eu besoin d'aide à un moment donné dans sa vie et qui a complètement sombré. Mais il n'y a pas de fascination, dans le sens où c'est pas pour nous, c'est loin d'être des héros ou des trucs comme ça. C'est plutôt. Enfin, ça peut être une fascination morbide aussi, parce que justement, c'est tellement répulsif que vous. Alors, il y a ce côté partager le choc. Il y a ce côté, je veux pas garder ça pour moi. C'est vrai. Il y a ce côté aussi d'être attiré par de la tragédie humaine, c'est sûr. Mais pas tant par la violence des actes. C'est plutôt dans le côté genre, mais quel enculé, quoi. Je veux dire, des fois, tu vois des trucs, tu fais, mais c'est inimaginable. Et qu'est-ce que tu fais de ça ? Bah, des fois, tu le transformes en création presque pour t'en délester. Et en disant au lecteur, tenez, maintenant, c'est votre fardeau à vous, je l'ai partagé, maintenant, foutez-moi la paix avec ce mec. C'est-à-dire que tu utilises la création comme catharsis, mais après que des lecteurs peuvent aussi avoir la lecture d'œuvres et d'histoires très violentes comme une catharsis aussi. Ouais, c'est ça. Nocibé, tu vois, ce qui s'est passé avec le mec dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est que ça prenait trop de place dans ma tête, dans mon cœur, et c'était une révolte de à quel point une rumeur peut arriver à des choses pareilles. Et j'avais besoin de l'expulser au travers d'un récit, puis de m'en débarrasser d'une certaine manière. Comme ça, c'est un peu comme si, tu sais, moi j'ai vécu une espèce d'horreur un accident de la route. On y reviendra pour le 13, clairement. Comment j'ai réussi à m'en dépêtrer? En dessinant ce que j'avais vu. Et en fait, par le dessin, au fur et à mesure, j'oublie, parce que du coup, je me rappelle plus de mon dessin que de la réalité. Puis au fur et à mesure, comme ça, ta fiction et ta réalité s'entremêlent, et presque tu te débarrasses du souvenir, en fait. Donc il y a un petit côté comme ça, si tu veux. On arrive ensuite au numéro 9, qui est le Doggy Bags Death of a Nation, où justement tu vas reprendre une histoire donc, qui était dans le Doggy Bags 5 ou 4, non, celui-là c'était le 5, ouais, où par contre vous allez développer, donc notamment avec du Coudray aussi sur l'écriture, et Asteda qui est de retour également, et donc là vous allez développer complètement cette histoire du parc où en fait après une épidémie zombie, en fait les Américains ont décidé d'utiliser les zombies parce qu'ils ont réussi à contenir l'épidémie, et du coup ils utilisent les zombies dans un parc à thème qui leur permet de retracer leur grande victoire de leur propre point de vue, et même les défaites, rejouer les défaites aussi, en laissant les touristes du parc tirer donc sur des personnes qui sont de toute façon plus vraiment des êtres humains, qui est presque, alors c'est pas non plus un one shot vu que c'est quand même 3 histoires différentes avec 3 équipes différentes, mais ça c'est pas non plus le présent à cause de ça, mais ça y ressemble beaucoup. C'est un peu un Doggy Bags d'entre-deux. Ouais, encore une fois, c'est qui ressemble presque, en fait, ça ressemble aux Doggy Bags thématiques qui seront dans la saison 2, en fait. C'est ça. Ouais. Mais comme on avait fait, on s'est posé combien de fois la question, mais comme on avait fait un Doggy Bags 3 spécial Mexique, on s'est dit, bon, celui-là, finalement, ça sera un 9 spécial Death of a Nation. Le truc, c'est qu'en plus, c'était pas souvent que vous reveniez forcément sur des histoires déjà créées. Florent l'avait fait, Modou avec le personnage de Maziko. On verra par la suite avec Heartbreaker qu'il y a un personnage qui était déjà présent dans le set qui reviendra également dans l'histoire Lupus. Mais là, par contre, voilà, vous revenez du nouveau. Enfin, il y a une mini continuité
qui s'inscrit avec ce numéro-là. Bah ouais, il y avait dans le concept, il y avait moyen d'essayer d'un petit peu plus de développer ce qu'on avait, les bases. Parce que c'était une idée quand même sympa, donc il y avait d'autres choses à raconter encore. Et puis, encore une fois, une idée qui est quelque part inspirée d'une histoire vraie aussi, parce que il y a... Tu te dirais laquelle, attends. Tu te poses des questions. Hein. Ils sont les zombies. Il y a des camps, il y a des camps patriotiques, enfin des parcs d'attractions patriotiques. Ouais. Où tu peux revivre les grands événements de l'histoire de Chine en tirant sur des Japonais, par exemple. Ouais, alors ça, tu le mets dedans. Qui ne sont pas des vrais Japonais, qui sont des cibles représentant des Japonais. Mais tout de même. Donc, sur la symbolique, c'est pas ouf quand même. Ouais. Non, sur la symbolique, c'est pas ouf, mais en même temps, fictionnellement, c'est génial, quoi. Donc, c'est parti de là-dessus. C'était déjà parti de ce postulat à la base. Mais on s'est dit, mais il y aura tellement de moyens de développer, déjà savoir ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe longtemps après. Donc ouais, l'idée c'était de développer le concept en se disant il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, ça peut être super intéressant. On en avait discuté, on s'était fait des petites réunions, il y avait des idées qui popaient assez régulièrement tiens, ça pourrait être sympa. Enfin voilà, on voyait qu'il y avait carrément moyen de faire plus qu'une petite histoire, et puis après abandonner l'univers pour passer à autre chose. Il y avait avec une cover de Glenn Fabry à fond. Glenn Fabry qui signe Preacher. Les covers de Preacher, et qui est vraiment très bon, quoi. Fameux qui on aime artiste. bien travailler aussi avec Ed Repka. Et je sais que c'était donc Death of a Nation, c'était à Angoulême, je sais plus quelle année, on avait commencé à en discuter avec Ducoudray en se disant tiens, il pourrait y avoir ça, il pourrait se passer ça, etc. Et je sais que pour The Last President. Ouais, The Last President. Ouais. Je remets mon nez là-dedans parce que je me souviens que c'est toi qui l'as dessiné avec Ducoudray à l'écriture. Hein, alors sauf que The Last President, c'était pas prévu que ce soit moi qui dessine. À la base, tu verras, enfin tu vois, dans The Last President, les 2 premières pages. C'est pas toi, ouais. C'est pas moi. Et en fait, on devait bosser avec cet auteur. Kartinka. Nicolas Kartinka, qui est très 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 bon, sauf que donc il nous avait présenté les 2 premières pages, il dit vas-y super, on y va, on fonce, etc. Et puis le temps passe, t'es toujours dessus, ça avance, et puis en fait ça avançait pas trop. Les semaines passent, et puis les mois passent, puis à un moment donné tu fais mais alors du coup t'en es où exactement, et puis en fait il fait j'en suis là, et tu fais mais ok, mais là t'as juste pas avancé, mis des couleurs sur les 2 premières pages. Mais après, même les couleurs, on les a refait. Ah ouais, t'as raison. Je me rappelle, je me suis retapé les couleurs à faire. Je me suis fait les couleurs. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les trucs virus qui arrivent. Et du coup, je me dis, attends. Il nous reste 3 semaines. T'es en train de me dire que là, t'as que ces 2 pages-là? Bah ouais, j'ai dit. Et puis il dit, non, mais de toute façon, j'y arrive pas, je vais lâcher, je suis sur un autre projet, machin et tout. Je dis, ouais, mais mec, il fallait nous en parler avant. Ce serait débrouillé, donc j'ai dit vas-y, j'ai 3 semaines pour faire l'histoire. Putain. Donc on a dû tricher sur parce qu'on avait déjà on a gardé ces 2 premières pages. On avait un board, et ça on a triché pour en faire des cases avec oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Du virus. C'est-à-dire que les cases, on les a mises en couleur pour qu'elles aient l'air quand même. Puis ensuite, on a triché parce qu'on avait un board qui n'était pas complet, qui était un petit peu machin, et on a fait genre que on a gagné 2 pages. Le virus était en train d'infester. Ah ouais, vous avez rajouté des aplats noirs pour combler des vrais vides en fait. Ouais, et puis même pour qu'on voit pas que c'est un board. Que c'est un board, mais qu'on sente ce qui se passe. On avait un petit visage. Enfin, ça a vraiment été puis ça nous faisait gagner 2 pages. Ça nous permettait de gagner un peu de temps. C'est du bricolage, si tu veux, c'était pas prévu comme ça à la base, c'est juste que là on s'est dit c'est une histoire rafistolée du coup. On s'est dit qu'est-ce qu'on a comme matière première de Kartinka, on va garder son dessin parce qu'il ça faisait une intro en plus, ça faisait une petite intro, puis ça fonctionne parce que d'un coup on passe avec même un autre dessinateur, donc du coup on l'a gardé, tu vois ce trait là tu peux pas le garder tel quel, du coup on a mis ce filtre un petit peu comme si le monde était en train de basculer, et puis en fait boum, et après tac, j'attaque sur une double page. Puis après, je prends le relais, quoi. Mais là, j'ai 3 semaines. Donc là, c'est juste, ok, tu t'arrêtes pas. C'est clair. Ton dessin, tu l'acceptes comme il est. Tu cherches pas à repasser 300 fois derrière. Et surtout, moi, à la fin, j'avais même demandé de l'aide à Tony pour la couleur et les trames. Oui. J'avais dit, vas-y, c'est les aplats et tout. Parce que là, on était au jour près, encore une fois. Quoi.
Donc là, c'était une histoire à finir sous tension. Sous tension. Et du coup, bah moi, quand je l'ai repris à mon propre compte, comme c'était moi le dessinateur, j'ai dit à Aurélien, ouais, mais là, l'histoire comme ça, moi, je la sens pas comme ça, par contre. Donc, j'ai repris l'histoire, je l'ai retransformée. C'était plus l'histoire originale non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai ramené tout un délire, justement, où il regarde la télé, où il est dans son bunker et tout. L'histoire originale, elle était un petit peu plus légère, je vais dire, ou dans le sens où il sortait assez vite. En plus, il arrivait dans un restaurant mexicain et tout. Je trouvais que il n'y avait pas ce côté Maison Blanche, il n'y avait pas ce côté qui se fait buter par le président, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas non plus le côté où le mur, finalement, avait fait un twist, où finalement, le mur, censé préserver de l'immigration mexicaine, avait finalement sauvé les Mexicains de l'épidémie zombie, quoi, tu vois. Donc ça, c'était un twist que je trouvais intéressant. Et puis surtout, on avait presque imaginé Donald Trump avant Donald Trump. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas de Donald Trump. Non, donc nous, le président... pas encore. Là, on était quoi en 2014, je crois. Pas encore 2015, hein, parce que 2015, ce sera à partir du 10 et tout ça. Donc oui, il n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. Et je sais que nous, justement, quand il y a ce projet d'adaptation, il y en a qui me disaient « Ouais, mais on sent trop la charge contre Donald Trump. » Je disais « Ouais, mais en fait, non, parce que ça a été écrit avant Donald Trump. En fait, on ne savait même pas qui c'était, ce mec-là. Et on a juste inventé... Vous ne regardiez pas The Apprentice. Non. Et puis, l'idée, c'était de mettre... un président incompétent, entre guillemets, à la tête d'une crise mondiale, quoi. On se retrouve presque... T'as même anticipé 2021 chez nous, quoi. C'est incroyable. Limite, on se retrouve presque avec Trump devant le Covid, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que le mec, il lit pas ses dossiers, il s'en bat les couilles, et puis à un moment donné, on lui dit juste, vite, il faut aller dans le bunker, parce que là, les mecs, ils sont arrivés dans la Maison Blanche, quoi, tu vois. Donc, non, c'est assez intéressant avec le recul... Doggy Bags visionnaire, mais c'est comme tu sais, nous. Parce qu'on est rattrapé. Parce qu'on parle toujours, enfin, mine de rien, il y a toujours des discussions d'actualité, oui, comme il y a un propos. Des thèmes, il y a toujours des choses sur lesquelles on discute toujours. Et Ron, il va toujours aussi se nourrir dans son récit. Oui, bien sûr. Non, des réflexions d'actualité ou puis c'est une tendance, de thèmes importants. Les chefs d'État incompétents, j'ai l'impression que c'est une tendance depuis un petit paquet d'années. Donc, c'est toujours fascinant de se dire... un mec qui a autant de pouvoir, s'il n'est pas capable de réagir bien par rapport à une situation donnée, bon, bah voilà ce que ça peut donner. Mais Doggy Bag, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est toujours outrancier et toujours un petit peu à la limite de la caricature parfois. Et puis, on finit par se rendre compte qu'on est rattrapé presque par le réel des fois. Là, c'est flippant, je trouve. Enfin, c'est plus flippant que quand tu dessines des histoires inspirées de Ferrell. Enfin, c'est moins flippant quand tu dessines des histoires inspirées de Ferrell que quand tu fais de la fiction qui finit par être rattrapée par contre, c'est plus satisfaisant d'être rattrapé par la réalité. C'est vrai, bien sûr. T'es content d'avoir imaginé un président stupide. Parce que tu dis, j'étais pas à ce point à côté de la plaque. Tu vois, je me dis, quelque part, j'étais pas si... le scénar était pas si con. On arrive ensuite à Doggy Bags 10. Ouais. Alors attends, juste sur le 9, il me semble que c'est dans le 9 où là tu commences à dire le 13 c'est la fin. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à la fin du 9 que tu dis Doggy Bags ça va finir au numéro 13 en expliquant que ça avait été prévu depuis le début et tout ça. C'est vrai, parce que le 13 déjà ça avait du sens par rapport aux chiffres. Et quand on en a parlé, quand on était sur le 1, ça serait bien quand même de le finir sur un numéro 13 parce que pour tout ce qu'il y a derrière. Et même si après on ne savait pas si on arriverait à en faire 4, 5, 6, j'en sais rien. Mais dans la possibilité de pouvoir aller jusqu'à ce qu'on voulait, 13, c'est un beau chiffre qui avait du sens. Plus accessible que 619, par exemple. Ouais, ça en faisait un peu trop à faire. Donc, mais 13, au moins, ça pouvait cool, ça avait du sens par rapport... Mais donc, vous vouliez vraiment faire un truc fini comme ça en 13 numéros depuis le départ? Oui, en tout cas, depuis le départ, ça faisait partie de nos discussions. Après, on ne s'est jamais dit, on n'ira jamais au-delà de 13, mais on s'était dit, si au moins on pouvait aller jusqu'à 13, ça serait beau. Parce que c'est déjà faire 13, c'est déjà un chiffre, enfin c'est déjà un bon nombre. Si après on se disait on arrête dessus et voilà. Et arrivé au 9, on sentait quand même que déjà il commençait à y avoir de plus en plus d'incompréhension au sein d'Ankama. On sentait quand même que potentiellement ça allait être difficile de continuer à bosser de manière sereine et stable compte tenu du contexte, de turnover, de plein de choses. Donc on s'était dit bon là c'est quand même difficile. Sortir des Doggy Bags réguliers, c'est quand même difficile. Si en plus on n'a pas cette stabilité, autant dire tout de suite qu'on va jusqu'au 13, on fait les choses bien, et puis après, stop, on arrête,
et puis basta, quoi. Donc c'est vrai que dans le 9, on commence déjà à se dire, conscient de nos limites aussi, physiques et mentales, on s'est dit 13, c'est allez, on y va. On s'accroche, on va jusqu'au 13 et puis après, ça sera fini. D'accord. Arrive donc ce numéro 10 où là, on a un casting, je crois, all new sur toutes les histoires. Ouais. T'accueilles Valérie Mangin pour sa première histoire sur Doggy Bugs avec Rousière. On a Mojo qui est avec Hut, qui reviendra bien des années après sur Mutafukas 86. On a aussi Stibor Chavrin. Alors, d'où viennent tous ces gens-là? Du coup, là, comment ça s'est fait tout ce gros recrutement? Stibor, il a envoyé un projet direct. Il a envoyé son projet direct comme ça. Il a fait voilà, moi j'ai ça vous intéresse? On lit, on dit un auteur russe. Tu vois, c'est un auteur russe. Alors Stibor il est polonais et Chavrin il est russe. Il bosse pour Marvel d'ailleurs maintenant. Ouais. Mais il est très très bon. Hein. Beaucoup de covers. Bon, éditorialement on se disait c'est pas vraiment ce qu'on fait d'habitude dans Non, justement, il y a un style graphique pour le coup qui tranche complètement avec le reste parce que c'est dans vrai l'idée, ce côté futuriste un peu, tu vois. Mais on s'est dit vas-y, ça a sa place. Puis il faut du sang frais. Il faut du sang frais. Dans tous les cas. Et puis en plus, les gens commençaient à nous dire ouais, mais c'est toujours les mêmes dessinateurs, c'est toujours. C'est ça, enfin pas forcément les mêmes dessinateurs, mais c'est vrai que je voulais l'aborder aussi avec vous, un peu de savoir est-ce qu'il y avait forcément le risque en fait de stigmatiser un peu une patte Doggy Bags, en fait, de dire regardez ces styles-là au final, voilà, c'est le style de Doggy Bags. Tu vois, c'était un peu aussi le but, c'est-à-dire que moi j'aime bien, même dans les jeux vidéo, des fois les gens ils disent ouais, mais c'est répétitif. Ouais, mais pour moi, c'est le but d'un jeu vidéo presque. C'est-à-dire que quand je joue à un FPS, j'ai pas envie que d'un coup on me mette des QTE ou d'un coup un puzzle game. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux tirer sur les mecs qui arrivent en face. Doggy Bag, c'était un peu ça. Pour moi, Doggy Bag, c'est ça. Après, si vous voulez d'autres choses, il y a certainement d'autres choses qui vous conviennent. Il y a plein de maisons d'édition qui font peut-être des choses que vous aimeriez bien. Tu vois, les requins marteaux, Arg et tout ça. Mais nous, Doggy Bags, c'est ça le délire. Puis après, avec Yuk, on s'est dit peut-être qu'il faudrait effectivement commencer peut-être à ouvrir un peu sans s'éloigner trop de l'ADN pour tester au moins. Puis voir. Puis si d'un coup les gens disent ouais, c'est quoi? Pourquoi vous faites ça dans Doggy Bags maintenant? On se serait dit bon, visiblement. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ils se plaignent d'un truc, mais finalement ils reviennent dessus. Donc on teste. Mais donc pour le 10, Valérie, moi je savais pas. Là d'un coup je prends conscience qu'il y a d'autres auteurs de BD qui nous lisent, si tu veux. Ouais. Et des auteurs de BD majeurs, on va dire. Donc je suis étonné, je dis ah bon. Puis elle dit ouais, je peux faire quelque chose en Doggy Bags. Au début je dis c'est sérieux. Donc je dis bah ouais carrément. Et puis je me suis dit moi comme j'étais en plus à une époque où j'étais encore une fois dans un trou. J'ai dit, bah écoute, moi si ça t'intéresse, si tu veux faire entre guillemets l'édito, et puis j'avais confié aussi à Tony toute la partie article, etc. J'en avais fait quelques-uns, mais j'avais un petit peu lâché le truc. Ouais. Donc c'était aussi une manière de voir comment le projet allait, on va dire, se débrouiller sans toi. Voilà, entre guillemets. Sachant qu'il y avait toujours Gyok qui était là, qui veillait au grain. Et puis quand on était, tu vois, avec Valérie Mongin, Simon que je connaissais. Et puis là, les deux petits nouveaux qui étaient arrivés, là, Chavrine, mais qui étaient arrivés déjà avec le projet tout fait. Donc, je savais exactement ce que je faisais. D'accord. Et puis, c'est aussi dans ce numéro 10, si je dis pas de conneries, qu'il y a la première nouvelle de Tanguy Mandias. Oui. T'en souviens, Tanguy, quand il nous avait envoyé ses projets de nouvelles ou pas? Je sais plus trop, non. Et en fait... non, ça après, il y a des trucs, des fois, j'oublie. Il m'avait envoyé un mail en disant, voilà, j'écris des nouvelles littéraires. Est-ce que ça vous intéresse? Tu vois, puis moi, je me dis, ouais, mais on fait pas de nouvelles littéraires, tu vois, donc ça m'emmerde. Puis en même temps, je dis, mais ça serait peut-être bien d'en mettre une dans Doggy Bags, du coup, tu vois. Et puis ça arrivait comme ça. Donc j'ai lu, puis je trouvais qu'il y avait un truc super intéressant. Je me dis, putain, c'est marrant les images mentales qu'il met. Il faisait des associations d'idées. Ouais. Alors il écrit plus tout à fait pareil maintenant, mais je me rappelle à l'époque, il faisait des associations d'idées vraiment. Waouh, je me disais, putain, c'est bizarre, c'est génial en même temps. Il y a un truc qui me plaisait. Et puis j'ai dit, vas-y, on va, à partir de maintenant, pourquoi pas, on va intégrer une nouvelle littéraire. C'est d'avoir un peu de nouveauté, de changement, en tout cas d'une amélioration, une update. Ouais, de la formule. Chaque fois, et c'est vrai que c'était cool. De toute façon, sa première nouvelle était bien. Je crois qu'on avait changé on avait changé des choses dessus. Mais on avait rebossé un peu avec lui. On avait rebossé un petit peu avec lui pour
pour avoir peut-être une fin qui soit un peu plus en rapport. Exploit, twist. Ouais, exploit et tout, mais sinon c'était cool. Tony avait fait l'illustration. Ouais. Et du coup, oui, effectivement, c'était la première fois qu'il y avait eu une petite nouvelle qui arrivait. De toute façon, vous pouviez vous permettre, avec la pagination, vous aviez assez de jeux pour pouvoir vous permettre de. Ça n'a jamais été un problème. Ça, il n'y a pas eu. Là... Non, parce que même je disais, c'est vrai que les histoires font parfois 24 pages, parfois 33. Tant qu'on tombe sur un multiple. Et encore, des fois, on s'arrangeait. Hein. Ouais, mais bon, en gros, il faut qu'on ait des cahiers de 16 ou de. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on fait en sorte de mettre quelques pages de pub en plus ou autre si jamais il faut arriver. Et pour Ankama, ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été en soutien financier. Il n'y a jamais eu de souci. Après, sur un Doggy Bags, il ne fallait pas dépasser une certaine enveloppe, évidemment. Parce que là, vous payez plus, mais vous payez quand même du coup les auteurs qui venaient. Ah bah ouais. Mais toi, tu te payais toujours pas là-dessus? Moi, j'étais salarié, donc je me disais, je considérais que j'avais ça faisait partie de tes missions. Oui, mais c'était aussi parce que, s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas. Plein de fois, on aurait du mal à pouvoir continuer ou à faire le projet. Parce que mine de rien, c'est toujours. Si je me payais, ça plombait le. Ça plombait le MG, puis le dessinateur, du coup, il prenait moins parce que ma part, il fallait que j'apprenne quelque part. Donc. Il y a eu un petit sacrifice nécessaire. De pouvoir avancer et le faire et avoir que ça existe. Quoi. Pour moi, je le voyais vraiment pas comme un sacrifice. Je le voyais vraiment comme. C'est comme ça, voilà, c'est tout. Moi, j'ai un salaire, je vais pas me plaindre. Et vas-y, on y va. Le principal, c'est que les choses bougent, quoi. Donc, on voit des enfants qui débarquent et du coup, Ron n'arrive plus à parler. Ouais, c'est ce que je disais quand je suis dans un contexte professionnel et que je vois la tête de mes enfants arriver, je suis complètement déstabilisé. Bon, bref. Vous savez quoi faire si vous voulez déstabiliser Ron lors de ses prochains meetings professionnels. Ramener ses glaces. Donc. Mais ouais, donc du coup, on en était où? Sur les sacrifices nécessaires qui n'étaient pas vraiment un sacrifice, parce qu'il fallait que ça soit fait comme ça. Et mais du coup, oui, il fallait quand même respecter une enveloppe de manière à ce que le projet soit un minimum viable. Mais on n'a jamais été emmerdé par Ankama qui nous faisait 100%. C'est même pas tant qu'il nous faisait confiance, c'est que on était un peu en roue libre, quoi, quelque part. À partir du moment où le truc se vend et puis qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'argent qui est paumé, c'était en mode amusez-vous, quoi, tu vois. Puis c'est là où on annonce quand même, on est donc en début 2016, où on annonce voilà, la fin va arriver, et là c'est quand même là où vous avez le plus votre rythme de croisière, en fait c'est 2015-2016, avec donc 3 numéros annoncés de juin, septembre, novembre 2016 jusqu'à la conclusion, et il y a déjà d'ailleurs la couverture du 13 qui est déjà prête en fait à ce moment-là. De Sean Pierce aussi. Pierce. Donc là vous aviez vraiment prévu tout. Là on savait que c'était inexorable. D'accord, ouais. Et vous avez fait aussi, du coup, le deuxième Doggy Bags présente, qui est le Heartbreaker, qui permet de conclure, du coup, ce deuxième chapitre, où vous reprenez le personnage de Céline Tran, et vous refaites, du coup, une anthologie avec 3 nouveaux récits autour de ce même personnage. Mais je sais pas si tu te souviens, mais pourquoi on a fait un Doggy Bags présent? Parce qu'on avait déjà la couverture depuis, on avait fait la couverture, et du coup, on avait une couverture d'avance. On avait une couverture d'avance, et en plus, on se disait, merde, maintenant qu'on a dit qu'on s'arrêtait au 13 et qu'on a quand même de la matière en cours pour les 13, comment on intègre Heartbreaker là-dedans? Parce que tu avais mis en plus dans une réponse à un courrier des lecteurs qu'elle allait revenir. Donc je sais pas si c'était déjà sûr, que tu avais déjà projet à part, ou si tu savais pas encore quelle forme ça allait prendre. Pour moi, elle aurait pu revenir au sein d'autres histoires qui n'avaient rien à voir, comme Massico. Ouais. Et puis là, d'un coup, on se dit, en fait, ça va pas, parce que si on met Heartbreaker avec ces 2 histoires-là, ça marche pas pour le 12. Qui sera un spécial Japon, le 11 non plus qui était fini, donc, et le 13 on va pas mettre donc on s'est dit vas-y on fait un entre guillemets un hors-série Heartbreaker, quoi. D'accord, ouais. Et donc là vous aviez rappelé Céline alors pour tout refaire, et là j'ai dit ce coup-ci t'écris toute seule. Ah ouais. son segment, ouais. Et ça c'est bien, enfin du coup ça c'est bien, bien carrément, avec carrément. J'ai la dit collab. là maintenant je pense qu'elle est prête, je pense qu'elle a des choses à dire et qu'en plus elle connaît bien le projet. On s'est mis d'accord sur qui était le personnage, comment le traiter, donc non, il n'y avait aucun souci. Puis au moins je me suis dit comme ça, au moins il n'y a pas d'histoire de ouais mais moi je la vois plus comme ci, moi je la vois plus comme ça, c'est voilà. Maintenant c'est toi qui as ta carte blanche et ta version, tu fais ton truc à fond de balle et puis voilà, quoi. Donc là, pareil, vous avez fait un retour, un peu une communication un peu spéciale pour dire, regardez, c'est de nouveau la nouvelle collab ou ça? Non. Même pas?
Non, je pense pas. Je crois qu'à là, cette période-là, on avait vraiment la tête dans le guidon. Moi, j'étais en fin le but de c'est film, On a eu quelques petites pubs, tu vois, des pubs dans Mad Movies ou des choses comme ça. Bah, tu du vois, coup, mais c'est après, l'esprit, ça clairement. restait très. Il n'y a pas eu un truc de fou qui a été fait. De toute façon, aussi, la question, c'est est-ce que je me sentais prêt à redéchirer une Twingo? Non, quoi. Non, non, forcément. T'avais déjà ton quota de camion utilisé. Très bien. Bah écoute, c'est la fin de ce deuxième chapitre des Chroniques de Doggy Bags. On est à la moitié du chemin et donc la moitié de l'été est déjà, en tout cas la période des vacances est déjà passée. On espère que vous appréciez ce temps passé en notre compagnie et que vous êtes impatients de découvrir les 2 prochains numéros de cette mini-série estivale. Runyuk, encore merci à vous d'être présents. N'oubliez pas, surtout, si vous appréciez cette initiative podcastique, de le faire savoir à la fois sur les comptes de First Print, mais aussi du label de Run et de Yuck. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Salut! Ciao! Salut!